Bonjour tout le monde. Alors, je vous fais une petite vidéo un peu descriptive, explicative de Civilization 5, euh, qui est pour moi un des jeux les plus complets au monde, quoi. C'est c'est pas un jeu pour les Mickey, quoi. Faut réfléchir, c'est de la simulation, c'est un jeu très prenant d'ailleurs, hein. Moi, je dois être à plus de 1200 heures en tout depuis 2010. J'y joue avec des amis régulièrement. C'est des parties qui peuvent durer entre 8 et 15-16 heures quand on joue à vraiment beaucoup. Pour vous donner une comparaison, pour les vieux de la vieille, ça fait un peu penser au jeu de plateau Risk sous stéroïdes, quoi, sous anabolisant, sous stéroïdes, quoi. C'est un jeu c'est un jeu vraiment de simulation de civilisation. Donc, que serait devenu le monde si les Américains n'étaient pas allés dans l'espace, si les Gaulois avaient repoussé les Francs, etc. Tout ça, bien sûr, c'est un peu imagé, c'est simulé, c'est des choses dont on ne pourra jamais vraiment être sûr, mais je trouve que c'est assez représentatif de la réalité. Donc voilà quoi. Donc on va partir un peu sur le descriptif du jeu, quoi. Donc c'est un jeu où on a beaucoup de civilisations de départ. Oui, ça c'est toutes les civilisations qu'on peut avoir. Donc voilà, il y a le Maroc, la Grèce. Chacune est représentée par un des grands dirigeants emblématiques. Donc là c'est Ahmed Al-Mansour pour le Maroc. D'ailleurs on apprend beaucoup sur le monde parce qu'il y a tout un descriptif sur ce qu'il a fait pour que les au pouvoir, etc. Là. Ahmed Al-Mansour, avant Civilisation, je savais pas du tout qui c'était, comment Alexandre le Grand connaissait. Askia, le Songhai, tiens, le Songhai, je sais même pas où c'est. C'est pour vous dire à quel point. Mais bon, je sais qui c'est Askia. Faudrait juste que je regarde sur une map, sur une carte, sur une map monde où est-ce qu'est le Songhai, parce que je sais même pas s'il existe encore. La Syrie, Attila, les Huns, bon ça, hein, c'est ceux qui ont été jusqu'au CE1 où ils doivent savoir qui c'est Attila. Bismarck pour l'Allemagne. Bizarrement, c'est pas Hitler. C'est Bismarck, c'est le premier chancelier allemand. Boadiceer, c'est les Celtes. Casimir, la Pologne. Catherine, impératrice de Russie. Les Zoulous. Venise, Enrico Dandolo. Enfin, ouais, je peux vous faire un topo de toutes les civilisations. Donc, chaque civilisation a ses avantages, ses inconvénients. Ses façons de gagner différentes. Parce que vous allez voir que c'est un jeu où il n'y a pas qu'une façon de gagner. On va aller tout de suite d'ailleurs dans le vif du sujet. Non, c'est des options avancées qu'on pourrait voir. On voit le type de victoire. Donc il y a voilà, quatre façons de gagner. Le temps, en général, personne gagne autant, quoi. C'est vraiment au cas d'égalité. J'ai jamais vu personne gagner autant de toute façon. Enfin, on peut brider le nombre de tours quand même, mais on resterait un peu sur notre fin, quoi. Donc autant laisser les victoires normales. Donc il y a la victoire scientifique. Donc on peut gagner en boostant sa science en fait, quoi. Donc en gros, elle est symbolisée dans le jeu par l'avènement ultime de la course à l'espace. Donc savoir qu'en général on commence quand même en moins 4000 avant Jésus-Christ, donc c'est pas pour tout de suite, mais on peut donc augmenter la science, essayer de favoriser la science, quoi, en fait, quoi, suivant les cultures, pour arriver dans l'espace avant tout le monde et avant de perdre d'une autre façon différente. Militaire, culture diplomatique, ça, on les verra plus tard en détail. Mais en gros, le premier qui arrive dans l'espace, qui construit un vaisseau spatial et qui va sur la Lune, en fait, quoi. Donc c'est un peu la guerre froide, Russie, États-Unis, c'est symbolisé par ça, quoi. Donc la victoire scientifique. Faire une victoire militaire, donc là c'est vraiment la victoire la plus facile à comprendre, hein, parce qu'on est des êtres humains bourrins et nous avons une façon de penser assez militaire d'ailleurs, hein. C'est un peu ce qui se passe de toute façon dans le monde. Donc la victoire militaire, c'est piquer les capitales un peu à toutes les civilisations qui existent pour asseoir sa domination militaire et gagner, quoi. Il y a la victoire culturelle. Donc voilà, militaire, hein, je pense que vous avez compris. Donc on va passer à la victoire culturelle. Victoire culturelle, c'est symbolisé dans le jeu bah, par le tourisme, par les arts, les lettres, les merveilles. Donc tout au long de la partie, en fait, il va falloir essayer de développer. Donc voilà, ça peut être le Parthénon, ça peut être les merveilles naturelles qui sont propices au début de la civilisation, qui vont après être boostées
boostés, en fait, désolé, je trouve pas mes mots, qui vont essayer qui vont être boostés par donc les musées, les aéroports pour faire venir les touristes, les hôtels évidemment pour loger les touristes, etc. Donc là, on va partir sur une victoire un peu plus culturelle. Donc voilà quoi, celui qui réussit à influencer le plus de culture par sa, le plus de culture, de plus de civilisation, je veux dire, hein, quand je dis culture, donc qui réussit à booster sa culture pour influencer le plus de civilisation possible et vendre ses jeans, c'est ce qu'ils disent dans le jeu. On achète vos jeans et on écoute votre musique pop, vous nous avez influencé culturellement. Et le but du jeu donc va être d'influencer toutes les autres civilisations culturellement parlant pour avoir une victoire culturelle. Et nous avons la dernière victoire, c'est la victoire diplomatique. Donc la victoire diplomatique, c'est symbolisé par le Congrès des Nations, l'ONU, appelez ça comme vous voulez. Donc ça va être de jouer sur les relations avec des diplomates, les implémenter dans des villes, faire des petites magouilles en fait. En gros, c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, sauf qu'ils ne le disent pas vraiment. Hein. C'est un seul que je ne citerai pas qui tire plus ou moins toutes les ficelles et qui décide et qui. Donc ça peut marcher avec des pots de vin d'ailleurs, ça peut marcher si on a une économie florissante, on peut toujours donner un peu de sous pour que le mec vote, etc. Et le but du jeu donc va être de réussir à élire un dirigeant mondial en fait et d'avoir une victoire diplomatique. Donc là, nous avons donc les 4 types de victoires, donc scientifique, militaire, culturelle et diplomatique. Donc c'est déjà plusieurs façons différentes de gagner. C'est pour vous dire à quel point le jeu est riche. Le jeu il y a tout un tas de finesses qui petit à petit, mis bout à bout, font un cheminement qui font qu'on arrive à un type de victoire. Donc après, on peut très bien partir sur une victoire scientifique et s'apercevoir que quelqu'un est quand même devant nous et lui casser la gueule militairement parlant. Mais après, on est obligé de jouer la victoire militaire parce que si jamais on a cassé la gueule à la civilisation qui était scientifique, ben elle ne produit plus. Donc on peut redevenir premier scientifiquement parlant et jouer la victoire scientifique. Mais en étant militaire, il y a peut-être des pays qui diplomatiquement vont trouver qu'on est un peu agressif, un peu belliciste, c'est ce qu'ils appellent dans le jeu. Donc c'est des gens qui aiment bien attaquer et qui sont du coup un peu antipathiques aux yeux du monde. Donc après, il peut y avoir des autres pays qui viennent pour nous attaquer aussi. Donc il va falloir se défendre ou attaquer. Enfin, enfin bref, c'est un tout. Tout est relié. C'est vraiment un principe de vase communicant avec tout un tas de finesses. Donc je vais survoler la vite fait, hein, on reviendra en détail là-dessus un peu plus tard, mais on a la politique, on a la doctrine, on a les idéologies, on a les cités-États qui sont un peu des alliés potentiels, qui peuvent retourner leur veste. On a tout un tas de petites finesses qui sont assez poussées, assez sympathiques, parce que c'est un jeu qui est vraiment complet, quoi. Voilà, on va dire ça. Parce qu'après, je vais partir dans des délires et en parler pendant 18 minutes pour rien, donc on va s'arrêter là. Désolé. Donc voilà, donc on a vu donc, le type de victoire. Donc après, chaque civilisation a des prédispositions quand même. Hein, ouais, donc un élément de source, c'est quand même. C'est un peu une éponge en fait, en gros, symbolisé dans le jeu. Donc je sais pas si c'est comme ça en vrai, le Maroc. Donc voilà, assez tôt, il peut faire des caravanes et s'imprégner de la culture des autres et de la richesse des autres par le commerce, hein, donc les bazars. On peut construire des casbahs, donc vous voyez, sur le côté, chaque civilisation a deux bâtiments ou unités qui lui sont propres. Voilà. Donc le Maroc a la cavalerie berbère, par exemple, qui arrive. La cavalerie berbère, je crois que c'est vers le Moyen-Âge ou un peu au-dessus. Non, c'est déjà des fusils, donc ça doit être vers la Renaissance. Plus il peut construire des casbahs sur les cases de désert, par exemple. Donc c'est bien. Si le Maroc est dans le désert, ça marche bien, quoi. Parce que ça, c'est jamais gagné. On sait jamais où on va tomber. Il faut se développer en fonction de ce qu'on a aussi. C'est une des difficultés du jeu. Nous avons Alexandre le Grand, qui est plus un diplomate. Parce que même si on se rappelle de lui comme un grand guerrier, c'est quand même beaucoup des cités-États et des autres pays qu'il a asservi diplomatiquement et qu'il a pu, et c'est avec ça qu'il a pu, avec la force du nombre, hein, grandir. Je vais pas tous vous les faire. Hein. Attila, bon, c'est un mec qui est clairement guerrier.
hein. Dès le début de la partie, il est capable, en moins 2000, de venir toquer à votre porte et s'il vous aime pas, ou si vous juste parce que vous êtes à côté de lui, bah, vous rasez. Il y a Rome, hein, évidemment, hein, donc c'est il n'y a pas l'Italie, hein. L'Italie c'est Rome, hein, de toute façon, donc qu'est-ce qui serait passé si Rome n'était pas tombé au au 1er siècle, hein, de toute façon, après Jésus-Christ. L'Allemagne, donc hein, Bismarck, blablabla, Catherine. Enfin, bref, voilà, donc il y a des civilisations qui vont être clairement. Voilà, par exemple, voilà, là, on va prendre la France, tiens. La France, donc c'est Napoléon, la figure emblématique, France, ville lumière, c'est son nom. Donc la France peut construire des petits châteaux et il y a des mousquetaires au moment de la Renaissance, c'est des unités qui sont un peu boostées à cette période qui permettent l'essor pendant cette période de la civilisation. Donc la France vise clairement victoire culturelle par exemple. Bon, même si militairement parlant elle peut y arriver, scientifiquement parlant, si le terrain est propice, c'est possible aussi. On peut toujours gagner à peu près de toutes les façons. Mais la France a quand même des grosses dispositions pour la culture, quoi. Donc les musées, le bonus des musées des merveilles mondiales sont doublés dans la capitale. Donc en gros, voilà quoi, à Paris, parce que la capitale c'est Paris, hein, pour ceux qui ne savent pas. À Paris, tous les musées, tous les bonus culturels, en fait, tous les monuments culturels, en fait, sont multipliés par 2 au niveau de l'impact qu'ils vont avoir sur les autres civilisations. On a tiens le Japon qui est marrant. Le Japon c'est très guerrier mais aussi culturel. C'est un peuple de pêcheurs d'ailleurs, ils ont. Hein, c'est connu, c'est les bateaux de pêche et les atolls, donc tout ce qui est maritime qui est boosté. Ça c'est encore culturel. Il y a les Indiens, donc les Shoshone et les Yawata, c'est les Iroquois. Il y a 2 peuples indiens quand même. Voilà, l'Arabie, le Danemark, hein, c'est la furie viking. Faire gaffe à eux en début de partie. Nabucodonosor, Babylone, clairement scientifique. Enfin bref, voilà, il y a plusieurs peuples. L'Amérique, hein, qui est capitaliste. Ça, on peut acheter pour pas cher et revendre pour plus cher. C'est un peu leur principe. Enfin bref, c'est assez bien symbolisé, quoi. Ramsès, bâtisseur de merveilles, donc enfin, voilà. Donc voilà, on a fait plus ou moins le tour. Donc là, je vais vous lancer une partie vite fait pour vous montrer un peu la mécanique du jeu. Donc on va partir sur continent. On va se la faire même en minuscule, en duel. Prince, on va mettre colon, voilà, pour vous montrer vitesse de jeu rapide. Je vais prendre un bouche-trou, qui peut plus ou moins tout faire, Rome. Voilà, option avancée, on va enlever les barbares, c'est fait. On va mettre des ressources. On va mettre un début légendaire pour avoir des ressources à vous montrer. Niveau de la mer, on s'en fout. Continent. Donc là, je vais être tout seul. Comme j'ai pris continent, en fait, il y a au moins 2 continents. Et comme on est que 2, on sera chacun sur un continent. Donc, en moins 4000 avant Jésus-Christ, comme on est séparés par la mer, vous vous rendez bien compte que je risque pas d'avoir de visite à l'improviste avant longtemps. Donc ça va nous permettre de voir un peu les trucs, les survoler rapidement. Que les dieux vous sourient Là, avec je vais vraiment montrer les bienveillance, bases. Auguste, empereur de Rome et de ses territoires. Votre empire fut le plus grand et le plus endurant de toute la civilisation occidentale. Donc là, vous voyez, Et votre peuple à lui seul en a formé la culture, les lois et les règles de la guerre comme nul autre. Grâce à des années de glorieuses conquêtes, Rome parvint à dominer toute la région de la Méditerranée, de l'Espagne à l'ouest jusqu'à la Syrie à l'est. Et son territoire finit même par englober une grande partie de l'Angleterre et du nord de l'Allemagne. L'art et l'architecture des Romains continuent à ce jour d'éblouir le monde, et leur empire reste source de jalousie pour les civilisations plus faibles qui ont suivi. Ô puissant empereur, votre peuple a une fois de plus besoin de vous pour que Rome retrouve sa splendeur. Ferez-vous en sorte que votre empire s'élève à nouveau, apportant la paix et l'ordre à tous. Aiderez-vous Rome à redevenir le centre du monde. Bâtirez-vous une civilisation capable de résister au passage du temps. Voilà. Donc nous avons donc la Légion. Donc en fait, il faut savoir que la plupart des unités militaires, les bâtiments, etc. sont tous communs à toutes les civilisations. Donc les bibliothèques, les aqueducs, les unités militaires, donc là, les légionnaires. Mais par exemple, nous avons donc les spadassins, on va dire, qui est la deuxième unité corps à corps, donc à l'épée du jeu.
qui arrive après certaines recherches. À la place des spadassins, par exemple, Rome, lui, a une unité plus puissante à ce moment-là, c'est-à-dire les légionnaires. Ce qui va lui permettre, à certaines périodes du temps, d'avoir un essor, en fait, entre guillemets, quoi. Donc, il y a certaines civilisations, par exemple, qui prennent pas leur essor avant la Renaissance. Donc c'est un peu difficile en début de partie, mais si on arrive à survivre jusqu'à 1500, 1700 après Jésus-Christ, là on est pas mal. Voilà, on est pas mal. Mais là, Rome est clairement une civilisation qui a un début de partie assez florissant, quitte à baisser un peu et à redevenir normal après, mais enfin, voilà, faut gérer certaines périodes. Donc là, les légionnaires sont assez puissants, et les balistes. Donc les balistes remplacent la catapulte, qui est l'unité de base pour les unités de siège, donc pour essayer de prendre des villes militairement. Donc en gros, en tout début de partie, c'est-à-dire à partir de 20, 25, 30 minutes de jeu, en fait, on a un gros essor pour Rome, quoi. Donc, j'ai dû recevoir un message. Donc là, on a un départ de ville qui est pas terrible. Il y a de la neige en bas. La neige, c'est de la merde. Pour ceux qui... Voilà. Donc en gros, voilà. Donc je vais poser ma ville. En général, on la pose à l'endroit où on est. Il faut savoir que le jeu met quand même les villes aux endroits les mieux au début de partie, quoi. Donc là, j'ai quand même une unité. Donc des guerriers au début. Voilà, donc on va les bouger. Donc vous voyez ici, c'est le monde, quoi. Voilà. Donc il y a des cases. Donc chaque case a des propriétés qui lui sont propres. C'est-à-dire que là on a du bétail. Le bétail, par exemple, de base, vous voyez ici, là, en bas à droite, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, au-dessus de... Voilà, ici. Donc quand je passe ma souris dessus, vous voyez que nous avons les propriétés de la case. Donc le bétail donne 3 de nourriture, par exemple. Il n'est pas encore aménagé, parce qu'il va falloir que je crée des unités comme des ouvriers pour créer un enclos à bétail, par exemple. Pour les mines, ça va être, faut créer une mine pour l'argent là qui est là. Mais bref, le bétail donne 3 de nourriture. Si jamais je crée un enclos dessus, j'aurai 1 de production en plus. Donc on va voir après. Vous avez en haut à droite toutes les statistiques. Donc il y a, je sais pas si on le voit parce qu'il est caché, il y a la science, il y a l'économie, donc c'est symbolisé par l'or. Ça c'est les routes commerciales. Donc en fonction, pour l'instant je peux pas en créer parce que c'est le tout début et on est en moins 4000, faut pas déconner, il n'y a pas de caravane encore. Nous avons le bonheur. Le bonheur, on verra aussi pourquoi c'est important. Ça c'est symbolisé pour les âges d'or, justement, hein, les essors de civilisation. Nous avons la culture, le tourisme et la religion. Parce que le jeu prend aussi en compte la religion. Donc, la science sert tout simplement... Alors, on va les prendre. Terminer agriculture, ça c'est de base, évidemment. La science est là. Donc, en fait, nous avons... Enfin, on va ouvrir l'arbre des technologies. Donc ça, c'est toute la science qu'il y a jusqu'à la fin du jeu. Donc vous voyez, on finit par la théorie atomique, les radars pour l'aviation, là il y a le moteur à vapeur avant. C'est quand même assez cohérent et assez bien foutu, quoi. Donc chaque branche en fait, donc par exemple pour découvrir la roue là ici, il faut que j'ai découvert l'élevage et le tir à l'arc. Alors me demandez pas pourquoi le tir à l'arc, je pense qu'ils ont dû le mettre avec. Par exemple pour créer la maçonnerie et le travail du bronze, ce qui est quand même préhistorique, hein, c'est le tout début, ça c'est logique. Il faut commencer par l'exploitation minière. Évidemment, on ne travaille pas le bronze, on ne fait pas de maçonnerie si on n'a pas de minerai. Donc il faut commencer par ça. On peut commencer par la poterie par exemple. Donc vous voyez ici, vous avez le nombre de tours à côté. Ça veut dire qu'en fait, il va falloir attendre 6 tours pour que, si je la sélectionne, il va falloir attendre 6 tours pour découvrir la poterie et pouvoir créer des hôtels qui vont permettre le début de la religion. Et le grenier qui va pouvoir favoriser la nourriture pour l'expansion de la race, quoi, tout simplement. Il y a l'élevage. Ça, nous avons donc les quatre avec lesquels on peut commencer. À savoir qu'il va falloir développer donc en fonction de la civilisation qu'on a choisie. Et par exemple, j'ai pris Rome, donc Rome, ça serait bien de partir vers le bas pour aller chercher le fer, créer des épées, les légionnaires qui sont ici, etc. Mais il faut aussi jouer sur le reste. C'est-à-dire que la science, vous voyez le nombre de tours qu'on a, donc c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, il y a 6 tours pour le début, c'est technologie de base, etc. Il n'y a pas de science, on est obligé de les faire. Mais par exemple,
l'écriture, qui arrive donc là 6 tours et 9 tours, 15 tours, ça va me permettre de développer des bibliothèques dans mes villes. Ou dans ma ville, si j'en fais qu'une, mais je peux en faire plusieurs. La bibliothèque augmente la production de science. Plus on produit de science, plus les tours diminuent en fait. Parce que là, vous voyez qu'avec la science actuelle que j'ai, par exemple, hein, pour découvrir la radio, il faut 491 tours, plus 372 tours avant, hein, ainsi de suite. Donc pour ça, il va falloir éduquer mes citoyens. Donc il va falloir favoriser, par exemple, l'écriture, pour créer des bibliothèques. On va arriver ensuite à l'éducation, là, vachement plus loin, mais qui vont permettre de créer des universités, l'université d'Oxford, qui est une merveille. Et là, on arrive vraiment dans la science et la culture sont quand même un peu de mise, c'est tout ce qui est en haut en fait. Donc la science sert à ça. Plus on favorise la science, plus on peut développer des technologies vite. Les technologies sont essentielles parce que sans technologie, on ne peut pas avancer dans le jeu pour tout découvrir. Donc plus on favorise la science, plus on va découvrir les technologies vite. Par contre, si on favorise que la science, c'est bien beau de découvrir les technologies, mais si on n'a pas la production pour pouvoir produire les bâtiments, eh ben on se retrouve quand même plus ou moins dans un cul-de-sac et on est handicapé. Et on peut aussi se projeter sur l'élevage qui va lui favoriser la nourriture. Sans nourriture, pas de citoyens et pas assez de monde pour s'occuper de tout ce qu'il y a à faire. Donc il va vraiment falloir gérer toutes les choses en même temps, en favorisant quand même, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais tout est vraiment communicant, quoi. Donc là, ça c'est pour la science. L'économie. L'économie est importante parce que tant qu'elle est positive, elle permet donc d'engendrer de l'argent, quoi, symbolisé par l'or. L'argent permet d'acheter des bâtiments directement au lieu de les construire. Savoir qu'une économie en négatif a un impact sur la production de science et la production de bâtiments, c'est-à-dire qu'on construit moins vite. Si on est à moins 1 par exemple, on va avoir 1% de malus. Si on est à moins 15, on va avoir 15%. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de science du tout, on ne produit plus rien et on meurt petit à petit. Donc c'est quand même très important. Bon, les caravanes, ça, on s'en fout un peu. Le bonheur en fait, c'est en fonction du nombre de citoyens. Donc là, j'ai un citoyen. Alors on pourrait dire que c'est 1000, c'est des tranches de 1000. Voilà, parce qu'un citoyen dans la ville, hein, c'est pas beaucoup, surtout vu le nombre de maisons. Mais bref, chaque nombre de citoyens, en fait, à chaque fois qu'on a, là, vous voyez, à côté de la ville, si vous regardez ma souris, dans 4 tours, j'aurai un citoyen en plus. Donc la ville passera de 1 à 2 citoyens. À chaque fois que j'ai un citoyen, je perds un point de bonheur. Donc plus j'ai de population, plus je perds de bonheur, en fait. Tant que j'ai un bonheur positif, ça joue un peu comme l'économie, sur le moral des gens en fait. Ils s'appellent ça le bonheur, mais en gros ouais, ça pourrait s'appeler le moral. Donc ça joue sur la production, sur la créativité, donc sur la science, sur la culture, ça joue sur tout en fait. Donc il faut avoir un bonheur positif. Donc en gros, on peut pallier à ça avec certaines doctrines, avec des bâtiments comme des colisées. Plus tard, il y aura des opéras, il y aura des zoos, il y aura des cinémas, il y aura plus ou moins des bâtiments qui vont permettre aux gens de s'échapper un peu de leur train-train pour pouvoir être productif. C'est en ça que le jeu est quand même assez sympa parce que ça symbolise quand même vachement les choses. Les âges d'or, donc les âges d'or existent justement en fonction du bonheur excédentaire. Donc là comme j'ai 14, chaque tour j'ai plus 14 dans l'âge d'or. Et en fait quand j'arrive à un âge d'or, c'est-à-dire, voilà, un âge d'or c'est un âge d'or, c'est-à-dire que si j'ai tellement de bonheur, si mon peuple est tellement heureux, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain temps, quand il est vraiment très heureux depuis longtemps, eh ben, il y a des personnages illustres, comme certains ingénieurs, comme des artistes. Par exemple, il peut y avoir Léonard de Vinci qui va naître au sein de la civilisation. La production est doublée pendant les âges d'or, par exemple, pour la production d'or, la production de culture, la science, tout est accéléré en fait pendant les âges d'or. Ça dure une quinzaine de tours, mais c'est un petit boost qui est quand même bien sympathique, on va dire. La culture. Alors la culture, c'est une des bases importantes, donc elle sert pour la victoire culturelle, mais elle sert surtout, en début de partie, elle sert déjà pour une chose. Elle sert, par exemple, vous voyez ici, culture. Donc là, c'est ma ville. D'ailleurs, on voit que nourriture, production, or, science, foi, tourisme, culture. Donc la culture sert, par exemple, à étendre les frontières de la ville naturellement, en fait. C'est-à-dire qu'en fonction de la culture, là,
avec le plus 1 de culture que j'ai, tous les 10 tours, vous voyez la case est ici, la ville va s'étendre d'une case. Et ainsi de suite, jusqu'à devenir énorme. La culture sert déjà à ça de une. Ensuite, la culture sert les points que vous voyez ici, vous voyez 0 sur 5 plus 1. C'est-à-dire que dans 5 tours, comme je suis à plus 1, je serai à 5 sur 5, et là je pourrais acheter une doctrine. Donc les doctrines servent, c'est la façon de penser, quoi, les doctrines. Donc il y a la tradition qui est pour les petits empires, la liberté qui est pour pouvoir s'étendre et créer des villes par-ci par-là, à droite à gauche, l'honneur qui est une tradition guerrière, la piété qui est une tradition religieuse. C'est les 4 doctrines qu'on a de base. À partir de l'ère classique, on a le mécénat et la diplomatie, l'esthétique qui est justement pour la culture, favoriser encore plus la culture. Donc là c'est vraiment un moulin, une usine à gaz, un moulin. C'est-à-dire que la culture sert à acheter des doctrines et certaines doctrines servent à booster la culture. Donc on peut acheter plus de doctrines et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais comme je disais tout à l'heure, si on booste que la culture, on booste pas la science, donc on peut pas découvrir de technologie, on booste pas la production, donc il faut quand même tout prendre en compte. Là, il y a le commerce à partir du Moyen-Âge, l'exploration, rationalisme c'est la science, l'exploration c'est voilà, les archéologues, la découverte par-delà les mers, la colonisation, etc. Et les idéologies qu'on verra plus tard, parce que ça c'est pas loin des lasers. Donc voilà la culture, le tourisme qui découle directement de la culture. C'est pour la victoire culturelle d'ailleurs. Donc en fonction du nombre de bâtiments qu'on a, on peut recevoir des visiteurs qui vont venir voir, créer des merveilles, créer comment ça s'appelle, des peintures. Enfin, si on a des artistes illustres comme Léonard de Vinci par exemple, il peut très bien nous faire la Joconde, on met la Joconde dans la ville et les gens viennent la voir. Donc, ça permet d'avoir la victoire culturelle par le tourisme justement. Et la religion qui, on ne peut pas gagner religieusement parlant, mais la religion qui est quand même un boost assez significatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir, suivant le terrain où on est, là par exemple, vous voyez que j'ai quand même de l'argent ici, des mines, donc on peut avoir la religion qui va nous développer certaines croyances. Et enfin, c'est un système assez à part la religion, j'y reviendrai plus tard en détail, parce que pour l'instant c'est pas vraiment important pour la partie. Mais bref, donc, j'ai pas parlé de la nourriture, c'est ça que je voulais dire. Donc la nourriture sert, une nourriture plus 3. Donc on va aménager les cases, là. Donc comme j'ai une rivière, les cases près de la rivière sont bourrées de nourriture, évidemment, pour l'agriculture. Là ici il n'y a pas de nourriture, c'est des mines et des cailloux, donc ça va servir à engendrer de la production, elle, qui va permettre de construire. Mais la nourriture sert à, justement, augmenter le nombre de citoyens plus vite. À savoir que chaque case, là j'ai un citoyen, donc je peux m'occuper que d'une case. C'est-à-dire que là, le citoyen automatiquement se met, par exemple, sur, je sais pas où il se met, il s'est mis là-dessus, sur le bétail, justement pour favoriser la nourriture. Donc là, comme il y a 3 de nourriture sur la case de bétail, vous voyez que ma ville a plus 3, parce que j'ai un citoyen. Si j'avais 2 citoyens, le deuxième, par exemple, pourrait se mettre là, ici, sur la case, donc vous voyez en bas à droite, qui me donne 2 de production et 2 d'or. Et donc là, ma ville aurait plus 6 de production et plus 5 d'or. Et ainsi de suite. Donc la nourriture est importante parce qu'elle sert à avoir des citoyens pour s'occuper des cases de la ville. Vous voyez en quoi tout est communicant. Donc, le but du jeu est quand même d'avoir une nourriture positive, une production positive, de l'or positif, de la science positive, de la culture positive. La foi si possible. On n'est pas obligé de développer la foi. Hein. Il y a des athées qui ont très bien réussi dans la vie. Et avec tout ça, on favorise un peu plus ce qu'on veut faire pour gagner sur le long terme, mais il faut quand même avoir un positif le plus possible dans tout. En tout cas le plus possible. Après, là j'ai encore... c'est vrai qu'on est qu'à 2, il n'y a pas de voisin. Après le jeu prend s'y rend compte que là je peux très bien avoir quelqu'un à côté de chez moi. Si on tombe sur Attila en début de partie, vous imaginez bien qu'on risque de se prendre des béliers, des catapultes assez vite et de perdre la partie, parce qu'il va venir nous raser la tête. Et après il y a tout le côté diplomatique qui rentre en compte. Mais là, comme j'ai mis que 2 joueurs et qu'on est chacun sur une grosse île différente,
on risque pas de se faire enquiquiner. Donc là je vais partir sur... J'avais mis la poterie. Non, on va partir sur l'exploitation minière, parce que vous voyez que j'ai quand même pas mal de minerais autour à l'exploiter, donc on va partir là-dessus. Et en construction, monument historique qui va augmenter la culture. C'est le seul monument qui a de base. Je pourrais aussi faire un ouvrier. Éclaireur, tiens, on va faire un éclaireur pour essayer d'augmenter le plus possible l'exploration. Donc là voilà, je vais me balader, je vais explorer. Donc là c'est une partie quand même assez de merde, parce que vous voyez que j'ai de la neige en bas. Normalement, voilà, quand on est tout seul, faut pas hésiter à recommencer ce genre de partie, parce que quand on commence comme ça, c'est pas gagné. Vous voyez là, j'ai eu un éclaireur en... On est au 4e tour, donc en 4 tours j'ai eu un éclaireur. C'est parce que j'avais une production qui est quand même assez belle au début, pour un début de partie. On peut très bien tomber sur une ville qui a plus 1 de production, quoi. Quasiment aucune production, mais beaucoup de nourriture. Donc là, il va falloir essayer de construire des bâtiments pour augmenter la production assez vite, pour arriver à un équilibre. Parce que c'est ça qui va permettre de réduire le nombre de tours pour avoir les bâtiments et la production de la ville. Par contre là, faire un menu historique. Fermé. Par contre là, science plus 6. Moi j'ai quand même une belle ville là, donc voilà, il n'y a pas de malus. Je pensais avoir... Donc là ouais, on est très vite à la côte. C'est une toute petite carte. Le débonnaire. Savoir qu'on peut jouer jusqu'à 12 civilisations en même temps sur des cartes qui sont énormes. C'est assez gigantesque. Mais c'est long aussi. Donc là j'ai assez de culture pour me prendre ma première doctrine. On va prendre la liberté pour pouvoir s'étendre assez rapidement. Ça, je vous conseille d'aller vous documenter vous-même pour voir les doctrines, ce qu'ils font et ce qu'ils font pas. Ça va peut-être pas tout vous faire en détail là. Le jeu est très vaste. Un des plus gros amusements de ce jeu, c'est quand même de découvrir. Je vais peut-être pas tout vous dire non plus. J'ai découvert une cité-état, donc c'est un voisin qui sera forcément amical, qui m'attaquera jamais. Avec qui je vais pouvoir commercer, c'est Belgrade. Bon, Belgrade en moins 3500 Jésus-Christ, il y a un peu de... Il n'y a pas que de la réalité, hein. Faut quand même... C'est quand même un jeu, hein. Faut tricher un peu. Ah, je suis en super rapide, là je peux dire une doctrine. Donc voilà, cette doctrine me donne un citoyen, un ouvrier je veux dire. Donc l'ouvrier c'est une unité, vous voyez, qui est ici, qui me permet d'aménager les cases. J'aurais peut-être dû vous montrer, je vais pouvoir vous montrer. Voilà, donc vous voyez là, de base, c'est de la prairie, c'est une colline et il y a un cours d'eau à côté. Donc elle me donne 2 de production et 2 d'or. De base. Si j'ai un citoyen pour s'en occuper évidemment. Là j'en ai 3 déjà, donc je suppose que la case est... Ah même pas. Même pas, vous voyez des cases... Bref. Et donc si je l'aménage, elle me rajoute plus 1 de production. En créant une mine dessus. Avec les outils. Et c'est à peu près le but qu'il y a pour tout, quoi. Donc là par exemple ici sur la plaine on va sûrement construire une ferme qui va augmenter la nourriture de 1. Là ici sur le bétail il y a déjà de la nourriture mais ça crée un pâturage par exemple qui va augmenter de plus 1 la production. Là on a de la pierre, donc on va créer une carrière qui va augmenter un peu la production aussi. Et là il y a des épices. Donc après il faut savoir qu'aussi par exemple l'argent, les épices, la pierre non, le bétail non, mais tout ça c'est ce qu'ils appellent des ressources de luxe dans le jeu. Donc à savoir qu'en avoir une augmente le bonheur. Parce que c'est vrai que quand on a de l'argent dans le jardin, on est plus heureux que quand on n'en a pas. Donc là je peux construire, comme j'ai découvert la poterie, vous voyez. Elle est terminée. J'arrive sur mes constructions possibles dans ma ville. Et je peux construire soit l'hôtel, soit le grenier, qui étaient les deux bâtiments découverts par cette technologie. Donc l'hôtel augmente la flotte de 1.
ce qui va me permettre de développer une religion, en tout cas une croyance au début qui va tourner en religion avec le temps, soit développer le grenier, qui va augmenter la nourriture de la ville et augmenter le nombre de citoyens. Donc là je vais partir sur un hôtel, on va booster un peu la religion, et ma technologie est terminée, donc je peux partir sur une technologie. Donc là on peut partir donc soit sur l'écriture, qui va me permettre de développer les bibliothèques et la technologie. Calendrier, première merveille du jeu Stone Age, enfin première merveille du jeu, première merveille on va dire intéressante, parce que certaines merveilles ne servent pas vraiment à grand chose. Temple d'Artémis, personne ne le fait en premier de toute façon, mais bref. Stone Age qui va booster la foi lui, par exemple. Hein, pour ceux qui connaissent Stone Age, c'est un des premiers monuments religieux au monde, en tout cas connu quoi. Avec la maçonnerie, on peut par exemple développer les pyramides, le mausolée d'Halicarnasse, qui booste un peu l'économie, qui est les prémices du marchandage. Marchand Ailius, ouais, ça augmente le marbre et la pierre, donc moi j'ai un peu de pierre, ça pourrait me le booster un peu. Bref, on peut partir sur le maritime, donc, le phare, le grand phare d'Alexandrie je suppose. La navigation, les bateaux de pêche, etc. L'élevage, donc pour les chevaux, les pâturages justement, comme je viens. Partir sur les pièges. Tir à l'arc, ça débouche sur la roue, mais il faut qu'il y ait l'élevage aussi. Vous voyez qu'ici, il y a pour avoir la roue, il faut les deux technologies. Ces deux-là. La roue qui développe sur les mathématiques, sur la monnaie. C'est assez logique hein, quand on regarde bien. Sur les guildes. Après les guildes avec l'administration et l'équitation avant, là l'élevage débouche sur les pièges. Donc, les pièges, ça pourrait s'appeler la chasse aussi, quoi. Construire un camp, c'est plus des camps de chasseurs, mais c'est aussi des pièges. L'équitation, l'administration, et donc quand on a l'équitation, ce qui en découle, et la monnaie, ce qui en découle, on arrive à la chevalerie, les châteaux, et là on arrive, on est déjà dans le Moyen-Âge, vous voyez qu'il y a des airs au-dessus, l'ère classique, Moyen-Âge, Renaissance. Sinon on peut partir aussi donc, sur la philosophie, drame et poésie, qui débouche sur la théologie. Donc là on est vraiment dans la religion, qui va déboucher sur les universités, la science, etc. Favoriser la science et la culture. Ou en général tout en bas, dans les arbres technologiques, vous voyez que maçonnerie, travail du bronze. On finit sur la construction, le travail du fer, le moulage qui va booster beaucoup la production. Mais on enchaîne après en général sur la physique par exemple, qui permet de construire des trébuchets, l'acier qui est un... Là c'est vraiment guerrier quoi en bas quoi. La mécanique, c'était la production, imprimerie, poudre à canon, métallurgie, chimie, sciences militaires, l'engrais, après l'engrais la dynamite, hein, parce que ça va avec. Et après voilà, vous voyez qu'ici par exemple, quand on a bien fait tout le début, dynamite par exemple, on arrive aux voies ferrées. Et pour prendre les voies ferrées, vous voyez qu'il faut le moteur à vapeur avant, le fusil, l'industrialisation, la science économique. Donc vous voyez, on peut pas faire que le bas par exemple. Au bout d'un moment, toutes les technologies se rejoignent les unes les autres. On peut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc là, pour découvrir la charrue, il faut déjà découvrir le bœuf. C'est l'élevage avec le pâturage, la roue, le moulin à roue. Et voilà. Donc après, tout ça, c'est à mettre en parallèle avec l'environnement qu'on a. Donc ça sert à rien de pas développer le minier. Là, vous voyez que j'ai trois mines potentielles et 2 carrières de pierre autour de ma ville. Plus encore une là même. Donc j'ai quand même 4 mines potentielles et 2 carrières. Si je développe pas le minier, il y a quand même un problème, vous voyez. Par contre, j'aurais très bien pu prendre une civilisation qui base quand même beaucoup sur la religion en début de partie. Et vous voyez que la religion est à l'opposé du minier, quoi. Donc c'est dans ce genre de cas de figure qu'il faut trouver des compromis en fait. Donc essayer de travailler un peu le minier quand même en début de partie pour dès que c'est possible quand même booster la religion ou la technologie ou etc. Ah voilà, j'espère que c'est assez clair, en tout cas que c'est au moins un peu clair parce que de toute façon c'est un jeu qui est quand même assez compliqué et assez complet, donc il va vous falloir, si vous vous y mettez beaucoup de temps pour vraiment assimiler tous les rouages, mais je pense avoir donné une
petite base quand même, et j'espère que ça vous a plu. Allez, bonne journée, et à plus tard.